40 à 50% des hommes et des femmes partis pour la Syrie et l'Irak sont entre-temps rentrés dans leur pays natal en Europe. Ce sont des chiffres de l'Union européenne qui interpellent, d'autant plus que plusieurs pays viennent d'être frappés par des attaques ou des tentatives d'attentats, Grande-Bretagne, France ou encore Belgique. Pour faire face à cette vague de retour, Jean-Paul Laborde plaide pour une forte coopération internationale. Il est notre invité. Bonsoir Jean-Paul Laborde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif du Comité contre le terrorisme au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous êtes le sous-secrétaire général des Nations Unies. Alors, 40 à 50%, c'est près de la moitié donc de ces hommes et de ces femmes qui sont revenus en Europe. Difficile de quantifier. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette? Ça représente combien d'individus? Par exemple, je vous donnerai que des exemples parce qu'autrement, les chiffres varient beaucoup sur comment dire, chaque pays. Ouais. Mais par exemple, en Suède, sur 300, 150 sont rentrés. En Russie, pas mal sont rentrés également. Une grosse partie, plus de 1000 certainement. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est pas tellement ces chiffres-là qui sont importants. Ce qui est important, c'est de diviser parmi ceux qui rentrent, ce qu'ils font et où ils vont. D'abord, où ils vont. C'est pas forcé qu'ils reviennent vers leur pays d'origine. Ils peuvent aussi partir vers d'autres zones de conflit. Un certain nombre d'entre eux partent surtout sur les combattants terroristes étrangers qui sont encore dans la zone de conflit. Ceux qui sont restés sont certainement les moins... Ceux qui sont revenus, pardon, sont certainement les moins dangereux. Mais ceux qui restent, d'abord il y a une certaine partie qui va certainement être tuée, il faut dire les choses comme elles sont. Et ceux qui peuvent partir vont partir vers, par exemple, l'Afghanistan, où on remarquera que parmi les derniers attentats en Afghanistan, de nombreux attentats très meurtriers ont été commis par, ou revendiqués en tout cas par ISIL-Daesh. Donc ça, c'est une première chose. Vers d'autres zones de conflit. Je cite Afghanistan, mais ça peut être dans d'autres zones de conflit. Certains ont été revendiqués également, certains attentats ont été revendiqués par des groupes en Philippines. Je suis moins sûr qu'ils soient arrivés jusque-là, mais ils se revendiquent d'ISIL, mais c'est pas sûr. Mais l'Afghanistan, c'est certain. Ils ont migré vers là. D'autres vont dans les pays dont leurs familles sont originaires. Ça peut être, par exemple, vers l'Égypte, vers la Libye ou vers certains pays du Maghreb. Donc, tous ne rentrent pas et, sur les 50% qui vont rester. Et surtout, je dois dire qu'il y a une grosse coopération internationale qui permet maintenant de mieux identifier les gens qui reviennent. Par exemple, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a mis des fichiers. Auparavant, il y avait 36 000 points d'entrée. Maintenant, il y a un point d'entrée unique pour tous les fichiers concernant les informations spécifiques sur les passagers. Les bases de données Interpol sont extrêmement importantes, 68 millions d'entrées. Donc, la coopération internationale grandit. Pour celles et ceux qui rentrent, d'abord peut-être un mot, parce que j'ai dit femmes. Est-ce que là encore, vous avez une proportion? Parce qu'il n'y a pas que des hommes. Il n'y a pas que des hommes. En fait, en réalité, il n'y a pas que des hommes qui reviennent, mais si vous voulez, beaucoup de femmes sont rentrées maintenant. À part certaines combattantes vraiment très dures, soit elles ont été éliminées, soit elles sont parties dans des trafics. Celles qui rentrent ne sont pas dangereuses? Vous n'en savez rien. Le problème de la radicalisation ou du désengagement est un problème très difficile à évaluer. Parce qu'il faut des méthodes scientifiques bien claires, des techniques d'évaluation du désengagement qui sont très précises. Si on prend les attentats de Paris en novembre 2015 et de Bruxelles en mars 2016, certains avaient fait des va-et-vient, étaient partis en Syrie. Absolument. Et ils étaient revenus. Celui de Manchester, il y a des grandes probabilités pour qu'il soit passé par la Syrie. Donc, si vous voulez, le problème est les quelques personnes qui sont très dangereuses et qui vont rentrer. C'est ça la question fondamentale. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui vont rentrer. Ça ne va pas être une explosion au sens malheureusement démographique du terme, c'est de gens qui vont rentrer d'une manière, des cohortes, si vous voulez. C'est vraiment la question est... Il y a des téléspectateurs qui nous regardent, Jean-Paul Laborde, pardon de vous couper, ils doivent se dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrêtés illico lorsqu'ils rentrent en France, en Belgique, en Suède, en Grande-Bretagne? Quand on les connaît, ils sont arrêtés.
Ah oui, oui, quand on les connaît, ils sont arrêtés. Même s'ils n'ont pas commis de crime? Ah ben ils sont sur les zones de conflit, c'est déjà un délit. C'est un délit, donc non, là c'est fait. Mais il y a des pays qui le font, d'autres qui ne le font pas, etc. Mais en France, ils sont arrêtés. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus sibyllin, de plus sournois, je voudrais dire. C'est le fait que Daesh maintenant a changé ses modes opératoires, son modus operandi, parce que les ressources de Daesh ont terriblement diminué, de 2,5 milliards jusqu'à 2,5 milliards ouais. Voilà, de dollars. Pardon. 2,5 milliards à quasiment 16 millions, 3 millions. 3 millions, et c'est descendu à 13 millions de dollars. Donc ils utilisent d'autres moyens. Ils utilisent d'autres moyens, en particulier les moyens de la toile, les moyens les réseaux sociaux, etc. Et ils demandent aux gens qu'ils contactent, ou qui sont intéressés en tout cas, qui considèrent de joindre l'organisation, de rester sur place. Donc c'est davantage ces moyens-là qui demandent moins de ressources, sur lesquels d'ailleurs les gens de Daesh ont une bonne technique, et qui sont les plus dangereux, plus encore que les gens qui reviennent des zones de combat. Vous parlez de la coopération et vous dites que ça doit passer par cela. Où en est-on aujourd'hui exactement? Est-ce que ça se passe avec la Turquie, avec les pays du Maghreb, notamment s'agissant de la France et de la Belgique? Ah oui, la coopération a changé. La coopération a beaucoup changé. Et la coopération est, je dirais, maintenant beaucoup plus importante. Alors, la coopération bilatérale est importante. Et que ce soit d'ailleurs avec la Turquie qui a bloqué les frontières, etc. On s'est organisé depuis malheureusement tous ces attentats qui ont été commis et qui continuent de se commettre. On s'est organisé sur la coopération. Ceci étant, il faudrait avoir, à mon sens, une attitude plus multilatérale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on donne des outils. À l'ONU? Oui, on donne des outils de coopération qui sont les résolutions du Conseil de sécurité. Par exemple, il y a une résolution sur le contre-message qui vient de sortir il y a quelques jours, une résolution sur la coopération internationale qui est sortie qui a été adoptée au mois de décembre dernier. Donc, le comité contre le terrorisme est vraiment au cœur de ce travail pour que les États puissent travailler. Alors, je donne un exemple. Il y a des États qui n'ont pas encore totalement incriminer dans leur législation le phénomène des combattants terroristes étrangers, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que c'est un phénomène nouveau aussi. Parce que c'est un phénomène nouveau, etc. Donc, on a des repères dans les résolutions des Nations Unies, celles sur les combattants terroristes étrangers, qui permettent justement de se référer à ces textes qui sont comme des points d'ancrage pour la coopération internationale sur le principe, par exemple, de la réciprocité. Voilà. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, et notamment le risque de passage à l'acte de celles et ceux qui sont de retour, ne risque pas de remettre en question l'état de droit? Est-ce que vous, à l'ONU, c'est une préoccupation que vous avez? L'état de droit, oui, c'est une préoccupation que l'on a. D'ailleurs, on a le haut commissaire pour les droits de l'homme qui s'en préoccupe tous les jours, qui fait des déclarations tous les jours. La question, c'est... Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Et on est toujours en train d'essayer de trouver un équilibre entre, justement, les droits de la personne arrêtée, les droits des victimes, qu'il ne faut surtout pas oublier, le droit à la vie, et les instruments internationaux contre le terrorisme, balancés avec les instruments internationaux pour les droits de l'homme. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, un peu plus, un peu moins, où est-ce qu'on met le curseur? Chaque État doit savoir où mettre le curseur. Bien, mais en tout cas, cette préoccupation est au cœur des préoccupations des Nations Unies, puisqu'on dit que finalement, pourquoi se bat-on? Pour quelles valeurs se bat-on? On se bat pour les valeurs des Nations Unies, la Charte, le pacte des droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pour ça. Et c'est finalement tous les pays qui ont adopté cette... Quelle doit être, selon vous, Jean-Paul Laborde, la bonne politique en matière de déradicalisation? On sait que ça fait débat, notamment en ce moment en France. Ça se passe bien entendu en amont, c'est censé empêcher des jeunes de partir en Irak et en Syrie. Quelle est la bonne politique en la matière, selon vous? La bonne politique en matière de déradicalisation, c'est de trouver le moyen de désengager les gens avant. Bien. Alors, comment peut-on faire? Évidemment, il y a d'abord la détection précoce sur les réseaux Internet. Ça, c'est clair. Il faut arriver, c'est la même chose, avec les compagnies privées,
à travailler. Nous, on travaille beaucoup. On a sorti d'ailleurs un communiqué aujourd'hui du travail que l'on fait avec Twitter, avec Google, avec Microsoft. Bon, donc il faut trouver des systèmes d'alerte. Bien. Sans toutefois, comment dirais-je, faire en sorte que, en faisant toutefois en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Très compliqué, mais on peut y arriver. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand les gens commencent à se radicaliser, ça se voit aussi sur Internet. Donc, on commence à voir des messages très, très violents. Elle est de quel ordre, d'ailleurs, selon vous, Jean-Paul Laborde, cette radicalisation? Elle est religieuse, elle est politique, elle est géopolitique? Il faut voir, par exemple, que la radicalisation, c'est quelque chose qui passe par différentes étapes ou même différents systèmes. Quelquefois, vous avez des gens qui sont de la petite délinquance qui se radicalisent en prison. Bien, il en arrive beaucoup, d'ailleurs. Parce qu'on dirait qu'ils se lavaient de leur propre délinquance quand ils travaillent sur un idéal. D'autres, ce sont des gens de milieux aisés, en particulier les convertis, qui se convertissent et puis après qui passent à ce genre d'actes, peut-être pour, je dirais, se déculpabiliser de sortir de ces milieux. D'autres, les femmes sont particulièrement sensibles à des choses que vous pourriez être étonné d'entendre. C'est-à-dire les appels de Daesh, c'est on veut le respect de la femme musulmane, avec le respect de tous ses droits. Voyez-vous, alors évidemment, quand ça passe... Quand ils arrivent là-bas, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais il n'empêche que les sources sont tellement différentes qu'il faut avoir une stratégie. Et je reviens toujours là-dessus, si vous voulez, une stratégie non seulement mondiale, mais une stratégie aussi au niveau national et régional. On doit projeter ces actions. On ne peut pas faire des actions, je dirais, au coup par coup. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment susciter, élaborer et mettre en œuvre. Merci beaucoup Jean-Paul Laborde d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.